Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Et oui, c'est le retour de cette émission et de ce générique, ce beau générique que vous entendez à l'instant, la barcarolle d'Hoffmann. Et aujourd'hui, dans Sepharim, toujours spécial sur l'actualité, on pourrait dire spécial Israël face au Hamas, une invitée qui écrit justement, qui trempe sa plume pour écrire contre les extrémismes, pour combattre aussi pour les femmes, vraies féministes. C'est une essayiste, l'auteur notamment de livres comme Ma République se meurt, Lettres d'exil ou Lettres aux femmes voilées et ceux qui les soutiennent. Notre invitée, c'est donc Jeannette Bougrab. Bonjour. Bonjour. Jeannette Bougrab, vous êtes, on peut dire, essayiste, femme politique. J'étais femme politique, voilà. Je ne suis plus. Mais enfin, vous faites toujours de la politique d'une certaine manière, à travers vos livres, c'est le moins qu'on puisse se dire. J'ai cité vos livres, on voit qu'on va pouvoir réfléchir avec vous dans cette émission, évidemment de l'actualité profonde, mais aussi de la littérature, puisque vous êtes aussi folle de littérature, notamment d'un auteur qu'on aime aussi sur cette antenne, mais on en reparlera. Dans le cadre de cette émission, vous nous proposerez tout à l'heure un petit texte et nos auditeurs vont tenter de découvrir qui est l'auteur de ce petit texte et nous évoquerons, comme il convient, aussi la littérature juive ou des auteurs juifs, enfin, tout ce qui fait aussi cette émission Sepharim. Alors on va commencer tout de suite, il faut bien le dire. Vous n'avez pas la langue de bois, même si vous avez une voix douce. Israël, ça a été le pogrom, on l'a dit, traumatisme incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est rentré déjà dans, on peut dire, l'histoire du XXIe siècle? Ce qui est assez... on est encore sous le choc de l'innommable, de la barbarie, de la cruauté, de l'absence d'humanité. Et ça rappelle des heures tellement sombres qu'on ne pensait pas qu'elles allaient se reproduire. Voilà. Moi, j'étais bouleversée parce que je ne pensais pas que Israël pouvait être touché de plein fouet par la barbarie islamiste. Voilà. Je ne le pensais pas. Et j'ai souvent cité en fait Israël comme exemple de lutte contre le terrorisme islamiste, et notamment dans Lettres d'exil où je disais qu'on devait prendre exemple sur eux, pour, notamment en matière d'information, pour lutter contre le terrorisme. Parce que cette barbarie-là, je ne sais pas pourquoi les gens ont omis de... Enfin, c'est les mêmes procédures, les process que pour Daesh pendant l'État islamique. On a oublié le génocide yézidi. C'était la même barbarie, la même violence, égorger des gens, éventrer des femmes, leur sortir leurs enfants, émasculer des hommes. Toute cette barbarie-là, c'était celle du GIA pendant la décennie noire en Algérie. C'est 250 000 morts, ce que Boualem Sansal ne cesse de répéter. Ce qui me surprend, c'est cette amnésie en fait qu'ont les pays occidentaux à relativiser ou à oublier ce qu'est l'islamisme. Et dès qu'il y a un esprit critique pour dénoncer cela, on nous sort la carte de l'islamophobie. On vous entendait, Jeannette Bougrab, qui est notre invitée sur Sepharim aujourd'hui. On parle bien sur cette situation. Vous l'avez décrite, elle rentrera dans l'histoire, ce pogrom. S'ensuit une guerre. Alors on parle toujours de guerre juste ou injuste. Pour vous, Israël mène une guerre juste? Il faut détruire le Hamas, je sais pas, comme il faut détruire Daesh, comme il faut détruire les mouvements islamistes, parce qu'il n'y aura pas un jour une personne, on n'aura pas la paix tant qu'il y aura ces mouvements extrémistes. Enfin, c'est pas... Comment peut-on penser que des gens qui prennent l'antisémitisme, qui sont des mouvements contre les femmes, qui réduisent un esclavage, qui tuent des homosexuels, qui tuent... je ne sais même pas comment on peut penser ça. Enfin, je sais pas. Et la lutte contre l'islamisme doit être la priorité. Pas, enfin, juste pour... pardonnez-moi, je suis trop longue, mais regardez ce prof d'histoire-géographie. Enfin, la France n'échappe pas à
à ce terrorisme islamiste. Donc, il y a Samuel Paty, donc il y a Arras, il y a... comment, enfin... Vous voyez qu'il n'y a pas un point sur le territoire, sur cette planète qui échappe à cette violence. On va reparler des conséquences, ou en tous les cas de la permanence de cet islamisme djihadique, on peut dire, en France. Je reste sur la question, parce qu'elle nous interpelle aujourd'hui, non seulement les crimes de barbarie, les crimes contre l'humanité, mais aussi une question d'otages. Vous-même, vous avez participé à des manifestations pour la libération de ces otages. Oui, parce que on m'avait contacté, en fait, pour tout vous dire, parce que certaines des familles franco-israéliennes, au début, se sentaient un peu abandonnées, ou peut-être que la réponse n'a pas été à la hauteur immédiatement de la part de la France, et qu'il y a eu peut-être, par rapport aux États-Unis, peut-être un petit temps de retard sur la... Et ensuite, j'ai parlé avec une des représentantes, et de ces familles, c'est qu'elles ne veulent pas qu'on les oublie, voilà. Que la France doit avoir sa partie prenante dans la libération des otages, et que moi j'étais très admirative, très, très, très émue de voir à quel point le courage et la dignité des familles, voilà. Et c'est important que en France on n'oublie pas les otages, voilà. Voilà, on n'oublie pas les otages, mais on reste dans cette situation, puisqu'on parlait de la politique française au Proche-Orient. Vous avez fait partie de gouvernement il y a quelques années, Jeannette Bougrab. Aujourd'hui, on a parlé de la geste du président de la République, Emmanuel Macron, dans son voyage en Israël, dans les territoires palestiniens et en Égypte. Est-ce qu'on peut toujours parler aujourd'hui, comme on le disait, d'une politique arabe de la France ? Est-ce qu'on peut parler d'une politique arabe de la France ? Je crois que... vous savez que j'ai remis ma démission lorsque j'étais au gouvernement, parce que au moment du printemps arabe, j'avais dit une phrase qui n'avait pas du tout plu au chef de l'État à l'époque, quand j'avais dit que Moubarak devait démissionner, parce que je maintiens ma position en disant que tant qu'il y aura des tyrans dans le monde arabe, la paix ne sera pas assurée. Alors, ils prennent la forme de mollahs iraniens, enfin arabo-musulmans, voilà. Pardonnez-moi, parce qu'on va me dire que les Iraniens, évidemment, sont pas arabes. Que ce soit des dictateurs, que ce soit, y compris en Turquie ou en Égypte, je crois qu'on a tort de parler, enfin, on n'a jamais tort de parler, mais que on s'est trompé sur plein de choses. Voilà. Je crois que l'erreur de penser que... et je ne veux pas dire de choses blessantes, parce que je sais le rôle que peut jouer le Qatar pour la libération des otages. Donc je garderai bien de dire quoi que ce soit, parce que si le Qatar peut participer à la libération des otages, mais sincèrement, enfin... Quand on sait que c'est ces pays arabes avec les pétrodollars qui ont financé pendant des années les madrassas, les écoles coraniques, qui ont financé des mosquées les plus radicales, j'ai du mal à me dire que ce sont des partenaires et qu'on doit privilégier le discours avec eux. Et je n'ai pas aimé que le président Macron remette sur le devant de la scène Ben Salman, celui-même qui est accusé par les Nations Unies d'avoir fait exécuter un journaliste dans un consulat à Istanbul. Alors j'ai bien conscience que la guerre en Ukraine fait qu'on doit éventuellement parler à tous ces pays-là, mais j'ai un peu du mal, voilà, de privilégier ou de se dire que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont des partenaires comme les autres. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est un principe fondamental. Vous l'avez rappelé à l'instant, Jeannette Bougrab. Pour vous, ça ne faisait pas l'objet de discussion. Vous avez donc préféré mettre fin à vos fonctions. J'avais remis ma démission. J'ai remis ma démission qui a été refusée, mais c'était. Je n'ai jamais compris en réalité la politique arabe de la France. Donc c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, de même que je ne comprends toujours pas la politique qui consiste à dire qu'on va continuer de parler avec l'Iran parce que les mollahs c'est moins pire et qu'on veut préserver l'accord du nucléaire, alors que des femmes iraniennes sont tuées parce qu'elles manifestent contre le port du voile et contre cet intégrisme islamiste. Vous savez que on a remis certains prix Nobel de la paix à cette Iranienne, mais qui est toujours dans des geôles. Donc, de continuer à discuter avec ces gens-là, je pense que c'est criminel. Voilà, c'est tout. C'est pas de penser que... Voilà, là-dessus, je ne comprends pas que
que des anciens ministres des Affaires étrangères s'occupent d'Aloula, de se dire que c'est formidable et que tout le monde aille, et qu'on se dit formidable, la Coupe du Monde de foot va aller à l'Arabie Saoudite, ou que c'était formidable que la Coupe du Monde du Qatar, que la Coupe du Monde allait au Qatar. Je trouve ça scandaleux. Voilà, le soft power est une réalité, et de penser qu'ils ont changé leur logiciel en matière d'interprétation du Coran est une erreur fondamentale. Voilà, c'est tout. Et je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre que je suis en colère. Voilà, je suis en colère parce que il y a plus d'1 an, je racontais cette anecdote, mais on avait un débat à Saint-Raphaël avec un certain nombre de personnes, et je disais que on doit soutenir ces femmes iraniennes, on doit soutenir ces Iraniens qui luttent contre les mollahs, parce qu'on a célébré les 1 an de la mort de Mahsa Amini, mais ils disaient mais non, c'est plus compliqué que cela, mais enfin. Et aujourd'hui, on voit que le rôle qu'a eu l'Iran suite à ce pogrom. Enfin, absolument, Jeannette Bougrab, on reste un instant sur cette question parce qu'elle vous tient à cœur. L'Iran bafoue les droits de l'homme, bafoue les droits de la femme, pour dire les choses plus spécifiques, mais tout converge, notamment dans ce dernier épisode de guerre au Proche-Orient, vers Téhéran. Vous avez été frappé, comme tout le monde, de la mort de Mahsa Amini. Vous êtes ce qu'on appelle une vraie féministe, pas celle qui choisit ses combats selon des idéologies. Non, mais j'ai envie de me dire que maintenant, je ne sais pas si... Parce que vous voyez, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en France est un héritage intellectuel de la position de beaucoup d'intellectuels de gauche vis-à-vis du terrorisme. Et les gens ont oublié la fameuse préface qu'avait fait Jean-Paul Sartre dans le fameux livre de France Fanon, où il disait « Un bon colon est un colon mort ». On oublie aussi Michel Foucault, comment il appelait l'Ayatollah Khomeini le saint homme. Ouais, c'est-à-dire à quel point la gauche, ce qui a façonné en réalité la pensée politique française, comment ils ont pu autant se tromper. Ils se sont trompés sur l'Union soviétique, ils se sont trompés sur les Khmers rouges, ils ont soutenu Khomeini, c'est-à-dire face au Shah d'Iran, la France qui avait donné l'asile. Donc, mais ça continue, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Et Badiou ne s'est jamais excusé d'avoir soutenu les Khmers rouges. Enfin, ceux qui des intellectuels qui continuent à avoir de l'importance en France, comme Alain Badiou. Alors, puisqu'on parle de l'islamisme, on reste toujours dans ce dossier. Islamisme et antisémitisme, comment les digues ont lâché, c'est le titre de l'hebdomadaire Le Point de cette semaine. Ça nous fait parler de Mélenchon, il faut bien parler de lui, et de cette gauche, on peut dire, islamisée. Mais alors, là encore, c'est-à-dire, quand il y a eu les premières affaires de voile dans l'Oise, et donc, c'était en 1989, de mémoire. Oui, ça fait plus de 30 ans, oui. Ça fait plus de 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez toute une partie, si ce n'est la majorité de la gauche, qui soutenait ces jeunes filles, et même SOS Racisme, et on se souviendra que Gisèle Halimi, qu'on ne peut pas suspecter d'être de droite, avait ces moments où il y a une scission. Quand Elisabeth Badinter a dénoncé cela, on lui disait qu'elle faisait le jeu de l'extrême droite. Oui, comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, parce que vous êtes traité facilement d'islamophobe. Ah oui, mais moi j'ai même été poursuivie. Donc avec Pascal Bruckner, nous avons fait l'objet de procès au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est pour ça que... Pascal Bruckner, qui était notre invité d'ailleurs il y a 2 semaines, on se suit dans nos combats et dans nos luttes où on était bien seuls. Voilà. Et je trouve que c'est... Et vous voyez, il n'oublie pas. Vous savez que la fatwa qui a été lancée par Khomeini... même après la mort de Khomeini, eh bien, elle a été exécutée. Donc, vous vous rendez compte que dans ce combat-là, il n'y a pas de répit. Et Salman Rushdie, qui a failli mourir et qui a vécu dans la clandestinité depuis cette fatwa lancée par Khomeini, eh bien, je me dis qu'est-ce qu'il faut aux États occidentaux pour qu'ils comprennent que tant qu'on n'acceptera pas de mener la lutte idéologique contre l'islamisme, il n'y aura pas de paix dans ce bas monde. Voilà. L'antisémitisme explose en France, enfin ça fait depuis une 20aine d'années déjà, mais là on l'a vu de façon plus spectaculaire dans ces 3 dernières semaines. Oui, mais j'aimerais lancer un appel en fait, parce que je voudrais lancer un appel. Oui, lancez-le. Non, mais généralement ce que j'ai essayé de défendre, j'ai généralement été entendu, donc c'est auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
Et je pense à l'une de mes amies qui est chère et qui a le courage d'être professeure dans le secondaire. Moi, j'avoue que j'ai été maître de conférence à l'université, mais j'ai de l'admiration pour les enseignants. Et c'est pas de la démagogie, parce que je peux vous assurer que il faut avoir beaucoup de patience, d'empathie, de conviction pour pouvoir enseigner aujourd'hui en France. Et je voulais juste, alors peut-être, pardonnez-moi, je pense souvent par escalier, donc je passe. Et je pensais notamment au territoire perdu de la République, et notamment à ce collectif qui avait été mené notamment par Georges Bensoussan, où il expliquait il y a déjà encore plus de 20 ans déjà qu'on ne pouvait pas enseigner la Shoah dans certains quartiers, et qu'on lui avait également accusé de stigmatiser, etc. Et je pense, et lundi, ce sera la rentrée des classes, après 2 semaines de vacances, et je sais que certains enseignants ont peur. Voilà. Certains enseignants ont peur parce que... Et vous le savez, même vous avez des proches. Oui, j'ai une amie qui a peur. Dans une situation terrible, oui. Et je la comprends. Et j'aimerais qu'en tout cas le ministre de l'Éducation nationale puisse avoir... Et on le sait qui peuvent mourir. On a eu 2 enseignants qui ont été tués. 2 professeurs d'histoire-géographie. Donc j'aimerais en tout cas qu'il y ait un mot pour rassurer la communauté éducative. Vous demandez ça à Gabriel Attal? Oui, que des professeurs de confession juive, ils ont peur d'aller lundi d'aller enseigner. Et donc c'est pas normal. Et vous vous souvenez de ce livre de ce proviseur qui avait expliqué que il décourageait certains parents d'inscrire leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir assurer la sécurité. Et donc il n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, eh bien, il y a cette peur, en fait. Et j'ai honte de mon pays de me dire que, il faut déménager, il faut changer de quartier, il faut enlever ses enfants. J'ai peur d'aller travailler, c'est pas normal. Voilà. Et je le dis d'autant plus que moi, j'ai dû quitter la France pendant 3 ans. Voilà. J'ai dû quitter mon pays après 2015. Oui. Et que, une forme d'exil, d'ailleurs, vous appeliez votre témoignage lettre d'exil. Mais je suis reconnaissante à l'endroit de la Finlande de m'avoir accueillie et de m'avoir protégée pendant ces années-là et de m'avoir permis de me relever. Mais aujourd'hui, je n'imagine pas que des enseignants ou des élèves soient victimes de harcèlement ou qu'ils aient peur d'aller enseigner dans l'école de la République. Voilà. Et donc, j'aimerais qu'en tout cas, qu'il y ait un message fort, en tout cas de Gabriel Attal, pour rassurer ces enseignants. Voilà. Notre invitée dans Sepharim aujourd'hui, vous l'avez reconnue, c'est Jeannette Bougrabe, essayiste, ancienne ministre et femme aussi, on peut dire, de conviction très forte. Alors, dans le cadre de cette émission, vous avez choisi une musique, on va écouter une pause musicale, et vous nous expliquerez pourquoi, d'abord qui, et pourquoi vous avez choisi cette musique. Sepharim sur Radio J, notre invitée aujourd'hui, Jeannette Bougrabe. On entendait cet extrait musical, ce que vous avez choisi, pour quelle raison? Et d'abord, qui c'est? Alors, est-ce que vous avez reconnu, voilà. Et bien, c'est Fanny Mendelssohn, en fait, parce que je voulais rendre... Fanny Mendelssohn. La sœur de Félix, le père ou le précurseur de la musique romantique, ce compositeur et pianiste juif allemand, et je voulais rendre hommage à plus d'un titre, d'abord parce qu'elle n'a pas eu la carrière, parce qu'une femme ne pouvait pas vivre de la musique au 19e, et que c'était... et alors qu'elle était
extrêmement douée, vous voyez, vous l'entendez plutôt. Oui, Vous l'entendez, et c'était aussi, dans ce moment un peu particulier ou terrible de notre histoire, ne pas oublier que Mendelssohn a été banni, la famille en tout cas, parce que il faisait partie de ces compositeurs qu'on ne pouvait plus interpréter parce qu'ils étaient juifs, voilà. Et donc, et notamment le pamphlet qu'avait fait Wagner contre Félix Mendelssohn, le frère, et que Goebbels et les autres avaient interdit, alors que Félix Mendelssohn avait été, le frère avait participé en tout cas à la redécouverte de Bach, de Jean-Sébastien Bach. Donc cette famille exceptionnelle, c'est d'abord rendre hommage à une femme exceptionnelle qui a dû faire le sacrifice, parce qu'à l'époque, une femme au 19e ne pouvait pas être une compositrice, ne peut pas être... Et en même temps rendre hommage aussi à une famille qui a été victime d'un antisémitisme. Voilà. Ouais, de l'antisémitisme, le terrorisme, on en parle depuis le début de cette émission. Jeannette Bougrab, vous avez connu aussi, on peut le dire, puisque vous en parliez publiquement il n'y a pas si longtemps, vous l'avez connu au plan personnel avec l'assassinat de votre compagnon Charb. Enfin, de manière générale, parce que, en réalité, cet acharnement a commencé en réalité en 2010, quand j'ai défendu Babylou à Chanteloup-Léving. Je veux dire, à partir du moment où j'ai dénoncé, en tout cas, l'islamisme, en particulier dans une petite crèche, dans un quartier difficile. D'ailleurs, la première ministre, quand elle lance son comité interministériel pour la ville, va à Chanteloup-Léving, qui est gangréné par l'islamisme. Enfin, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Voilà. Et depuis, elles n'ont pas cessé. Elles me guettent des pauses. Et quand vous défendez, en particulier quand vous êtes d'origine arabe, et en plus je suis fille de harki pour aggraver mon cas, eh bien on estime que c'est inacceptable que vous défendiez la laïcité, car quelque part vous êtes traître à votre communauté. Et cette conception-là me fait convaincre que l'athéisme, oui, parce que je suis désolée, je suis athée en fait, en plus. Athée grâce à Dieu. J'ai l'apostasie, alors que dans l'islam, vous savez, l'apostasie n'existe pas et est susceptible d'être condamnée à mort. Donc, vous voyez, j'ai tout faux. Je suis une femme, je suis athée d'origine arabe et de culture musulmane, et en plus, je suis une mécréante. Voilà. Donc, mon sort serait tout réservé. C'est pour ça que j'ai toujours été très attachée à ma liberté, d'abord parce que je suis restée une femme libre, je me suis pas mariée, j'ai tout fait à l'envers, j'ai adopté mes enfants seule. Vraiment, Voilà, vous avez 2 enfants et vous êtes très heureuse d'ailleurs. Oui, je suis une femme épanouie, voilà, et je le dois à mes parents, et ça me permet peut-être de dire que, vous voyez, la culture et le savoir, la lumière ne vient pas nécessairement des études. Enfin, j'ai toujours pensé qu'elle venait des études. Mais mes parents, qui viennent d'Algérie, qui ne savaient pas lire et écrire, ont fait de moi cette femme que je suis, c'est-à-dire c'est une femme qui croit à la philosophie des Lumières, qui croit à la laïcité, à la République, au modèle républicain à l'école. Et j'ai eu la chance exceptionnelle d'avoir des parents qui aimaient la France, voilà, qui aimaient la France et qui aimaient la République. Et que même si la France n'a jamais été nécessairement très reconnaissante, parce que mon père s'est battu pendant la guerre d'Algérie pour la France, qu'il a été blessé, il a reçu une balle. Votre famille a été touchée aussi directement. Mon grand-père a été égorgé par le FLN en 1957. Donc c'est pour ça que j'ai toujours... je n'ai pas de haine en fait, mais j'ai toujours détesté Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, tous ceux qui effectivement justifiaient le terrorisme du FLN parce que soi-disant leur cause était juste en fait. Sartre qui disait à un colon, justement vous citiez la préface. Un bon colon est un colon mort. Il meurt 2 fois en tant que victime et en tant qu'oppresseur. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que y a une forme de duplicité, et c'est important parce que vous voyez, il y a un très beau livre de Jean Beerbohm, le silence, un silence religieux, un silence coupable, un silence religieux, pardon, s'il m'entend pas, qu'il m'excuse d'abord, qu'il m'excuse en disant comment la gauche a fermé les yeux sur le ferment islamiste qu'il y avait dans le FLN, et notamment le fait que, par exemple, quand des combattants du FLN fumaient pendant le ramadan, on leur coupait le nez. C'est-à-dire que pour ne pas... Et c'est très surprenant parce qu'ils avaient quand même leur journal militant s'appelait El Moudjahidine.
Donc, se dit quand même, c'est quand même... Oui, parce que nos auditeurs connaissent un petit peu de mots d'arabe, ça vient de djihad, moudjahid. Oui, c'est pour ça. Donc c'était un combat aussi dès l'origine religieux. Et donc, qu'il a fallu du temps à Pierre Vidal-Naquet pour reconnaître, pour admettre qu'ils se sont peut-être fourvoyés et qui va aboutir à l'horreur des années 90 avec la décennie noire, ou comment même Mitterrand s'est trompé quand il y a eu le report des élections en Algérie et qui a donné asile à tous les terroristes, mais de manière générale. Ouais. Et en France, il n'y aura pas eu une manifestation, moindre manifestation. On en parle en ce moment dans ce décor où l'on parle de Israël et de la Palestine. Il manifeste. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu de manifestation dans la rue pour dénoncer les massacres de Daesh. Vous n'avez pas eu de manifestation dans la rue pour dénoncer... tout le monde se souvient peut-être de l'assassinat de Lounès Matoub, mais personne n'est descendu dans ce chanteur kabyle qui a été assassiné par... Alors Serge nous précise que Jean Birnbaum, c'est un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Parce qu'on aime bien les livres et il faut les lire. Oui, alors par contre, moi j'ai toujours quelques... mais il est remarquable, parce que vous savez, c'était un peu toute la doctrine mais de manière générale, mais même quand... Vous voyez, même la France a eu tort d'accueillir Cesare Battisti. La France a eu tort d'accueillir quelqu'un qui a assassiné en Italie des gens au nom d'une certaine idée, et comment la gauche s'est fourvoyée à donner... Et donc, de manière générale, on ne négocie pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec des terroristes, vous le dites, Jeannette Bougrabe, dans cette émission qu'on aimerait encore plus longue, mais qui touche presque à sa fin. Bon, on a l'habitude de vous proposer de nous choisir un texte, de lire ces quelques lignes, et d'essayer de faire deviner l'auteur à nos auditeurs. Alors, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Une doctrine n'est pas plus vraie, une vérité plus exacte parce qu'elle se démène avec violence. Ce n'est pas une propagande de brutalité qui la fera se développer au-delà de ses limites naturelles. Au contraire, une opinion, une doctrine acquiert moins de crédit en persécutant les hommes dont elle heurte le sentiment. La conviction sont les résultats de l'expérience personnelle et ne dépendent que de l'individu auquel elles appartiennent. On ne les réglemente ni les commande. Et je termine qu'une vérité se réclame de Dieu et se prétend sacrée autant qu'elle le voudra. Rien n'autorise la destruction en son nom d'une vie humaine. Je répète qu'une vérité se réclame de Dieu et se prétend sacrée autant qu'elle le voudra. Rien n'autorise la destruction en son nom d'une vie humaine. Voilà, un très beau texte. Alors, on ne va pas faire le suspense à nos auditeurs. Vous pouvez nous révéler qui est l'auteur de ces lignes? C'est le grand, le lumineux Stéphane Zweig. C'est un texte que les gens ne connaissent pas nécessairement, qui s'appelle « Conscience contre violence », qui est en fait un hommage à Sébastien Castillon, qui s'est élevé contre l'obscurantisme que portait Calvin et qui avait fait brûler Michel Servet, qui avait donné une interprétation de la Sainte Trinité. Et c'était intéressant parce qu'on voit bien que les protestants qui avaient été victimes de la violence et comment évidemment ne pas du catholicisme se retrouvent eux-mêmes en réalité demain les tyrans. Oui. Et je pense que on peut être victime de la Saint-Barthélemy et le lendemain être aussi lui-même un tyran. Et je pense que Sébastien Castillon, qui est fini pauvre, exilé, etc., a fait preuve de plus de courage que des gens extrêmement privilégiés. Et je trouvais que c'est la force de Stéphane Zweig qui a toujours su voir en réalité, qui avait vu la montée du oui, nazisme. C'est votre auteur préféré. Oui, parce que c'est un compagnon de... Alors, et j'ai toujours pensé que comme lui, à un moment, je vais partir en exil. Et donc, je conseille à tous les auditeurs de relire la biographie de Verlaine, de Nietzsche, Le Monde d'hier. Alors, Le Monde d'hier aussi, hein, bien sûr, qu'on lit et qu'on relit. Bien sûr, et donc Et vous avez apporté d'ailleurs tous ces livres. plein. Et on me dit que c'est fini, que je suis trop longue et que non, voilà. pas du tout. C'est nous qui sommes trop courts pour vous recevoir. Aujourd'hui, Jeannette Bougrabe, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu dans le cadre de cette émission Sépharim. Merci avec beaucoup. voix douce, mais qui porte en vérité. C'est très gentil. Merci infiniment d'avoir été notre invité sur Sépharim. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'exister.
Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J.